J'ai 104 ans et ce matin, avant que vous vous leviez, avant que la lumière ne change sur les toits de Lyon, j'ai soulevé du poids. Pas une promenade sur les quais de Saône, pas des étirements doux devant la télévision, pas les exercices bienveillants que chaque médecin m'a suggérés avec le sourire particulier que j'ai appris à reconnaître comme le sourire de ceux qui ont silencieusement renoncé pour vous. Du fer, de la résistance. Mon corps contre la pesanteur, le même combat auquel je me présente chaque matin depuis 30 ans. J'ai traversé ce pays d'un siècle à l'autre. J'ai regardé la France décider, avec une efficacité remarquable, ce qu'elle fait de ses vieux, les installer quelque part de propre et de bien chauffé, leur parler avec une lenteur un peu excessive, réduire progressivement leurs responsabilités une petite chose à la fois et attendre. Le système est très bien organisé dans cette forme particulière d'abandon bienveillant. On appelle ça prendre soin. On appelle ça respecter les limites de l'âge. Moi, j'appelle ça un enterrement lent, avec de bonnes intentions et des visiteurs réguliers. Ils pensent que le secret d'une longue vie, c'est le calme, la douceur, se préserver de l'effort. Le calme vous mène au cercueil avant l'heure. Le secret, c'est ce que je fais chaque matin, quand l'appartement est encore froid et que les muscles n'ont pas encore décidé s'ils vont coopérer. Je m'appelle Marcel. Écoutez-moi. À 72 ans, je croyais encore que bien vieillir était une question de caractère, que si on avait vécu avec force, on vieillirait avec force. J'avais grandi dans une famille ouvrière lyonnaise, j'avais travaillé toute ma vie, élevé 2 filles seules après que mon mari est parti, tenu une maison sans jamais demander d'aide à qui que ce soit si je pouvais l'éviter. Je n'étais pas une femme qui pie. Cette conviction, je la portais profondément. Le problème des convictions, c'est qu'elles sont belles jusqu'au moment où le corps présente les vrais chiffres et où on comprend que le caractère ne paie pas les dettes musculaires. À 72 ans, les pertes étaient encore assez discrètes pour qu'on veuille les ignorer. Mais moi, je ne pouvais plus vouloir les ignorer. Dans ma cuisine, sur l'étagère du haut, il y avait une soupière en porcelaine blanche à motif bleu, héritée de ma belle-mère, que j'avais utilisée toute ma vie adulte pour les repas dominicaux. Un dimanche, mes filles et leur famille étaient là, et j'ai voulu apporter la soupière pleine à table, comme je l'avais fait des centaines de fois. Mes bras ont commencé à trembler à mi-chemin. Pas violemment, pas de façon spectaculaire. Ce léger tremblement qu'on dissimule avec les 2 mains en espérant que personne ne remarque. Ma fille aînée l'a vu. Elle a dit avec toute la douceur du monde « Laisse maman, je vais le faire ». Et je l'ai laissé faire. Et dans l'instant où j'ai posé cette soupière et où j'ai laissé mes mains tomber sur les côtés, quelque chose s'est cassé en moi qui n'avait rien à voir avec l'orgueil. La certitude que j'étais encore moi. J'ai consulté mon médecin quelques semaines après. Un homme consciencieux, avec 30 ans de pratique dans le même cabinet du quartier. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Je lui ai décrit ce que je vivais avec précision. La faiblesse progressive dans les bras, la fatigue qui arrivait trop vite pour un effort qui n'aurait pas dû en demander autant, cette sensation que mon corps se rétractait lentement à l'intérieur de lui-même. Il a écouté, pris des notes, fait faire des analyses. À la consultation suivante, il m'a dit ce que je connais désormais par cœur pour l'avoir entendu si souvent. Que la perte musculaire liée à l'âge était normale, que c'était un processus documenté et attendu, que l'important était d'éviter les chutes, que le calcium et la vitamine D étaient essentiels, qu'une marche quotidienne douce aiderait à maintenir ce que j'avais encore. Maintenir ce que j'avais encore. Pas récupérer. Pas reconstruire. Maintenir l'inventaire existant, comme si le stock était figé et que la seule stratégie raisonnable était de protéger ce qui restait d'une perte supplémentaire. Il était sincère. C'est ce qui est le plus difficile à expliquer. Il était vraiment sincère, vraiment attentionné, et il venait de me prescrire, dans les formes médicales les plus soignées, une façon ordonnée de disparaître. Je suis rentrée chez moi
et je me suis assise longtemps à ma table de cuisine à regarder mes mains. Ces mains avaient traversé la guerre enfant, avaient travaillé dans une usine textile à 18 ans, avaient pétri du pain, soigné des enfants, réparé ce qui pouvait l'être, porté ce qui devait l'être. Et maintenant, elles tremblaient sur une soupière. Je suis restée là un long moment, pas à pleurer, à calculer, parce que j'avais le refus, le non, ferme et décidé, mais je n'avais pas la méthode. La colère ne reconstruit pas du tissu musculaire. J'ai passé des semaines à chercher de l'information, avec l'aide de ma fille cadette qui vivait à Paris et avait accès à plus de ressources que moi. Elle m'envoyait des articles, je lisais tout, je lui demandais de m'expliquer ce que je ne comprenais pas et j'assemblais le tableau pièce par pièce. J'ai appris que la sarcopénie était en partie réversible. J'ai appris que le tissu musculaire répond à la demande à tout âge, même si la réponse est plus lente et exige plus de régularité passé un certain point. J'ai appris que le consensus médical de la marche douce n'était pas faux exactement, mais dramatiquement incomplet, comme recommander à quelqu'un dont la maison s'effondre d'arroser les fleurs. Et plus je lisais, plus se formait en moi une colère spécifique et productive, pas contre mon médecin qui avait fait ce qu'il savait faire, mais contre un système entier qui trouvait acceptable de laisser les gens arriver à 70 ans avec des corps en train de s'effondrer silencieusement pour leur prescrire ensuite la prudence plutôt que la reconstruction. J'ai commencé seule avec ce que j'avais. Un élastique de résistance que ma fille avait acheté un jour et n'avait jamais utilisé. Le poids de mon propre corps. Un livre d'exercices pour adultes âgés que j'ai trouvé à la bibliothèque du quartier. J'ai fait les premiers exercices dans ma chambre avec la porte fermée parce que je savais que si un membre de ma famille me trouvait dans cet état, on m'arrêterait avec des arguments pleins d'amour et complètement à côté de ce dont j'avais besoin. Les premières semaines ont été humiliantes d'une manière que je ne parviens pas à décrire entièrement. Ce n'était pas seulement la douleur, bien que la douleur fût suffisante. C'était la découverte concrète de l'étendue de ce que j'avais perdu sans m'en apercevoir. L'inventaire physique précis de ce que des décennies de passivité musculaire m'avaient coûté. Faire un demi-squat en me tenant au bord du lit et sentir mes jambes trembler comme si je portais un poids considérable. Me réveiller le lendemain avec des bras si endoloris qu'enfiler un pull était un exercice de volonté pure. Mais il y avait quelque chose au milieu de cet inconfort que je n'avais pas prévu. Une présence. Une conscience de mon propre corps que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Pas le corps comme objet extérieur à gérer et à protéger à distance, mais le corps comme le lieu où j'habitais vraiment. J'ai continué. Le 2e mois fut moins humiliant que le premier. Au 3e, les exercices de base ne demandaient plus que je me retienne à quoi que ce soit. Au 4e, j'ai acheté mes premières haltères légères et je les ai cachées sous le lit pendant quelque temps parce que je n'étais pas encore prête à avoir cette conversation avec ma famille. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment et qui reconnaît ce que je décris. Cette sensation précise que le corps est devenu quelque chose que vous administrez de l'extérieur plutôt que quelque chose que vous habitez de l'intérieur. Ce moment où vous réalisez que vous avez arrêté de faire des choses que vous avez toujours faites, non parce que vous avez décidé d'arrêter, mais parce que le corps est devenu silencieusement plus petit que les tâches, et tout le monde autour de vous a tacitement convenu d'appeler ça normal. Cette douleur est réelle, et je ne vais pas la minimiser avec des formules inspirantes, parce que vous méritez mieux que ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe une sortie, et elle ne passe pas par la résignation, pas par les compléments, pas par l'acceptation du déclin comme destin inévitable. Elle passe par le travail, par un protocole précis, structuré, répété matin après matin sur des décennies de pratiques, d'erreurs et d'ajustements. Je l'ai écrit en détail, chaque étape, chaque progression, chaque modification que j'ai apportée au fil des années à mesure que le corps changeait.
Ce protocole est dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Pas de produit, pas de coût, pas de promesses creuses. Seulement ce que je sais parce que mon corps, à 104 ans, en est la preuve vivante. Allez le consulter quand cette vidéo sera terminée. Mais d'abord, restez. Le réveil sonne à 5h45. Pas parce que je suis naturellement matinale ou parce que j'ai une philosophie particulière sur les aurores. Parce qu'un corps de 104 ans a besoin d'un temps que les corps plus jeunes ne comprennent pas vraiment de l'intérieur. Temps pour se réveiller complètement. Temps pour que les articulations se rappellent qu'elles font partie d'un système mobile. Temps pour que la circulation atteigne les tissus qui ont été immobiles pendant des heures. Le froid de Lyon en hiver s'installe dans les épaules avant toute autre chose, et j'ai appris à l'anticiper. Je me lève lentement, parce que lentement n'est pas la même chose que faiblement, et j'ai appris cette distinction avec le temps. Je bois un grand verre d'eau. Je mange quelque chose de léger avec des protéines. J'attends que le corps accepte que la journée a commencé. Et alors, je commence l'échauffement. 20 minutes d'échauffement. Sans négociation possible, sans exception, quelle que soit mon humeur du matin. L'échauffement n'est pas le préambule de l'entraînement réel. L'échauffement est le début de l'entraînement réel. Mobilité articulaire systématique. Mise en circulation progressive du sang dans les tissus. Activation délibérée de chaque groupe musculaire qui sera sollicité dans les 45 minutes suivantes. 4 jours par semaine, travail de résistance. Élastique, haltères légères, poids du corps dans des positions qui défient l'équilibre et la coordination, en plus de la force brute. Je ne cherche pas à soulever des charges impressionnantes. Je cherche une force fonctionnelle absolue et spécifique. Me relever du sol si je tombe, monter un escalier sans tenir la rampe, porter mes propres courses, ouvrir mes propres bocaux, habiter mon corps complètement sans en déléguer la gestion à quiconque. 2 jours par semaine, travail de mobilité pure. Les mouvements lents et délibérés qui maintiennent le corps ouvert et fonctionnel, qui préviennent la raideur progressive que le corps cherchera toujours à imposer si on lui en laisse la place. 1 jour par semaine de ce que j'appelle écoute active. Je bouge, mais j'observe. Où est-ce que ça tire ? Qu'est-ce qui demande de l'attention ? J'ai passé 30 ans à apprendre la différence entre la douleur productive et la douleur qui avertit. Cette distinction m'a protégée de blessures qui auraient interrompu des mois de travail. Je ne suis pas invincible, je suis attentive. Et l'attention m'a apporté plus que n'importe quel complément. Il y a des matins où les épaules sont des nœuds impossibles à dénouer rapidement. Des matins où les doigts tardent à répondre avec précision. Des matins où la hanche gauche fait des commentaires anatomiques que je préfère ne pas analyser avant le café. Des matins où le lit est chaud et l'effort semble vain. Et je m'entraîne ces matins-là aussi. Pas par stoïcisme de façade, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que 3 décennies de pratique m'ont appris quelque chose qu'aucun médecin ne m'a dit et qu'aucun livre n'a formulé tout à fait juste. La douleur du faire est temporaire et productive. Elle passe et laisse quelque chose derrière. De la capacité, de la force, la confirmation physique que le corps peut encore être exigé et répond encore. La douleur du ne pas faire s'accumule, s'approfondit. Un jour, elle a le visage de la dépendance. Je refuse ce visage. Je le refuse depuis 30 ans et je le refuse chaque matin que je pose mes pieds sur le sol. Le mois dernier, j'ai eu une consultation de routine. Le médecin, jeune, m'a demandé de me lever de la table d'examen sans prendre appui. Je me suis levée. Il a noté quelque chose. En partant, il m'a demandé quel type d'activité physique je pratiquais. Je lui ai dit. Il a pris un moment, puis a dit que c'était remarquable. J'ai répondu que ce n'était pas remarquable, que c'était du travail et que la différence entre les deux était importante.
Ce qui est remarquable, on l'admire et on passe à autre chose. Ce qui est du travail, on peut le reproduire. 104 ans. Demain matin, avant que Lion se réveille, je soulève du poids. Et vous, qu'est-ce que vous ferez quand le réveil sonnera ? Il y a des matins où je me réveille et le corps tout entier, avant même que j'aie bien ouvert les yeux, fait un inventaire détaillé de ses doléances. Les hanches, le bas du dos, le genou gauche qui a son opinion propre sur le froid. Et je me lève, je commence l'échauffement, et je m'entraîne quand même. Pas parce que j'aime l'inconfort, parce que 30 ans m'ont appris quelque chose que personne ne m'a jamais dit clairement. La douleur du faire est temporaire et se termine avec quelque chose de valable produit. La douleur du ne pas faire s'accumule et se termine avec la dépendance. Je sais laquelle je choisis chaque matin. Le choix n'est plus difficile. 30 ans d'habitude l'ont rendu automatique. Le corps s'attend à être sollicité. Alors, je le sollicite. Il y a quelques mois, ma petite fille a amené son mari en visite pour quelques jours. Un homme dans la trentaine, qui fait du sport régulièrement, qui réfléchit sérieusement à sa santé. Il m'a regardé m'entraîner le deuxième matin, debout dans l'encadrement de la porte, sans rien dire. Plus tard, au petit déjeuner, il m'a demandé ce que je conseillerais à quelqu'un qui voudrait, à son âge, devenir comme moi. Je lui ai dit « Commencez avant de penser en avoir besoin. Pas quand le corps vous discute déjà au pied des escaliers. Pas quand le médecin a donné un nom à ce que vous avez perdu. Maintenant. L'investissement croît comme tout le reste. » Il a hoché la tête et je ne sais pas s'il m'a cru. Cela n'a pas d'importance. 104 ans. Ce matin, j'ai soulevé du poids. Et vous, qu'est-ce que vous ferez quand le réveil sonnera demain matin ?